Bonsoir à tous. Alors ce soir, je vous accueille depuis mon salon. Je vous avais dit lors de la vidéo du lancement que je m'invitais chez vous. Et donc c'est vraiment le cas, hein. L'idée des cercles du droit, c'est de faire ça à la cool et de pouvoir échanger un maximum d'informations et vous proposer un maximum de contenu, même si les moyens techniques sont pas énormes et que je vous balance pas 50 PowerPoint et effets spéciaux au cours de la vidéo. Tout d'abord, je voudrais en profiter pour vous remercier pour l'accueil que vous avez eu à l'épisode de lancement. Merci pour vos petits retours, pour les questions que vous m'avez déjà transmises et qui seront d'office abordées au cours des différents thèmes euh, qu'on va, euh, qu'on va parcourir au cours de cette saison. J'ai déjà fait une petite liste donc pour vous faire un petit teasing sur les thèmes qu'on pourrait éventuellement aborder. Donc il y a euh, très rapidement l'idée, voir si une idée ou un concept pourrait potentiellement être protégé. Donc ça, on va notamment en parler un tout petit peu aujourd'hui. Est-ce que la position d'un sigle est importante ou nécessaire? Ai-je besoin d'un symbole? Euh, Peut-on parler de cumul de différents droits de propriété intellectuelle? Qu'est-ce qui se passe si je suis employée ou si je fais une commande, si quelqu'un me commande une création? Euh, Par exemple, le type de profession qui peut être euh, sujet ou qui peut être créateur d'œuvres et donc de droits d'auteur. Qu'est-ce qu'une œuvre collective? Quelles sont les formalités pour transférer un droit, etc., etc. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de questions qui peuvent se poser et surtout n'hésitez pas à m'envoyer vos questions que je puisse les aborder aussi au cours des prochaines vidéos. Alors qui dit question pratique dit un tout petit peu de théorie, donc voilà, pour bien aborder ces notions, je vais d'abord vous faire un petit topo pour que vous puissiez connaître les différentes bases en matière de droit d'auteur. Et je voulais aussi vous dire, avant de rentrer dans le vif du sujet, que je vais essayer d'aborder ces questions dans des vidéos qui feront, je l'espère, une vingtaine de minutes. Comme ça, c'est pas trop long, c'est pas trop lourd. Et n'hésitez pas à partager, à propager la chaîne si le contenu vous plaît. Parce que c'est grâce à vous et grâce au partage et aux commentaires que cette chaîne pourra continuer à exister de un et à aider un maximum de personnes. L'objectif étant que un maximum d'informations audibles puissent être transmises via cette chaîne. Voilà. Alors on démarre tout de suite avec un petit peu les notions de base en matière de droit d'auteur. Qu'est-ce qu'il est important de savoir? Le droit d'auteur est un droit qui peut être rangé dans ce qu'on appelle les droits de propriété intellectuelle. Je vous ai déjà perdu, je le sais. Donc, qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer. Les droits de propriété intellectuelle, on entend propriété. D'habitude, quand on parle de propriété, on pense à un objet ou à une maison, etc. Quand on parle de propriété intellectuelle, on parle de biens qui sont plutôt immatériels et de droits exclusifs plutôt sur des créations de l'esprit. Donc, on va vraiment avoir en tête création de l'esprit et donc production intellectuelle et donc prestation créative et immatérielle. C'est ce qu'il faut retenir. Donc on a clairement en tête une différence entre l'objet, la création matérielle et la création immatérielle qui mène à un droit d'auteur ou à un droit de propriété intellectuelle. Le droit d'auteur, lui, va être une branche de cette grande enveloppe de la propriété intellectuelle qui contient notamment les droits d'auteur, les marques, les dessins et modèles, etc. Dans cette grande enveloppe de propriété intellectuelle, on va parfois dire propriété intellectuelle et ou
propriété industrielle. Dans cette catégorie-là, on range notamment les brevets. Voilà, le tableau est dressé. On peut partir plus en profondeur sur le droit d'auteur. Alors, qu'est-ce qu'un droit d'auteur? Donc, on l'a dit, c'est une branche de la propriété intellectuelle qui va s'adresser aux créateurs d'œuvres littéraires et artistiques. Alors, c'est quoi les œuvres littéraires et artistiques? Quand on dit ça, juste comme ça, on pense, ah oui, un bouquin ou une BD, et c'est tout. Mais non. L'œuvre littéraire et artistique, on peut la décortiquer de la manière suivante. Ça va être une création humaine qui va se retrouver dans le domaine littéraire et artistique, compris en son sens étendu. C'est-à-dire, on peut y retrouver notamment les œuvres scientifiques, les œuvres architecturales, la photographie, les œuvres littéraires, les œuvres d'art appliqué, les bases de données, des programmes d'ordinateur. Donc vous voyez que en réalité, ces œuvres littéraires et artistiques doivent vraiment s'entendre de manière étendue. Alors une fois qu'on a finalement cette œuvre littéraire, donc cette création humaine qui donne une œuvre littéraire et artistique, qu'est-ce qui fait que ça va donner lieu à un droit d'auteur? Alors, il faut que l'œuvre soit originale. C'est un critère important. Mais quand on dit original, on ne veut pas dire forcément nouveau ou excentrique en tant que tel. Ça veut dire que l'œuvre, pour être originale, elle doit refléter les choix libres et créatifs de son auteur ou du créateur. Qu'est-ce que ça veut dire choix libre et créatif? Ça veut dire que l'auteur ou le créateur ait été mais vraiment totalement libre d'exprimer et de disposer d'une marge de manœuvre pour exprimer et faire preuve de créativité. Donc, si on répond éventuellement à une commande avec un cahier des charges à ce point important qu'on a peu de choix, ni choix de couleur, ni, je sais pas moi, choix de mise en forme et autres, on ne pourrait pas considérer qu'il y ait une œuvre originale parce que cette œuvre ne reflèterait pas les choix libres et créatifs de l'auteur. Ou, autre exemple, une photo prise à la volée avec un smartphone d'une situation quotidienne qui n'a pas demandé de réflexion particulière, d'angle de vue, de lumière, de travail, etc. On ne sera pas dans une œuvre originale puisqu'elle reflètera la réalité quotidienne. Et donc, par exemple, une œuvre photographique, pour rester sur la photo, qui, elle, donnera lieu à droit d'auteur, ça va par exemple être un studio photo où le photographe aura fait attention à la lumière, au décor, à la manière dont pose le mannequin ou la personne qu'il photographie, etc. Alors, au-delà de ce critère d'œuvre originale, on a le critère dit de mise en forme qui va être la concrétisation matérielle de finalement ce qu'on avait en tête, par opposition à l'idée ou au concept ou à la méthode qui, eux, ne sont pas protégeables. Ce volet de l'idée, concept, méthode non protégeable, on pourra éventuellement, au cours d'une discussion, d'une prochaine discussion, on pourra réaborder ce point. Mais ayez en tête, globalement, l'idée, le concept et la méthode, s'ils ne sont pas mis en forme, ne sont pas protégeables. Cette mise en forme, ça peut être une prise de notes, ça peut être une maquette, ça peut être, je sais pas moi, un extrait, une vidéo. Enfin, il y a différentes manières de mettre en forme, mais ayez en tête que c'est une concrétisation matérielle du travail de l'esprit. Alors, seront titulaires de droits d'auteur les auteurs, à la mort de ces auteurs, leurs ayants droit, ça veut dire en gros leurs héritiers, et on peut également disposer de droits particuliers si par exemple on est un artiste qui interprète ou qui exécute une œuvre. Et donc là on peut bénéficier potentiellement de ce qu'on appelle les droits voisins. Mais on y reviendra plus tard. Et le droit d'auteur en tant que tel,
qu'est-ce que c'est finalement une fois qu'on a cette œuvre, création humaine, qui est littéraire ou artistique, qui est originale et suffisamment mise en forme, à quoi ça nous donne droit? Alors on a droit euh, à ce qu'on appelle la catégorie des droits moraux. Ça va être le droit de paternité de l'œuvre ou finalement le droit du nom, d'avoir son nom apposé sur son œuvre, le droit de choisir le moment auquel on décide de rendre publique notre œuvre, c'est ce qu'on appelle le droit de divulgation, et le droit à l'intégrité de l'œuvre, c'est finalement le droit de refuser ou d'autoriser une modification potentielle de l'œuvre. Ça, c'est un premier volet. C'est un volet extrêmement important des droits d'auteur, surtout que on peut on ne renonce pas à ses droits moraux, on ne peut pas renoncer à ses droits moraux et on ne peut pas non plus s'en défaire. C'est ce qui va rester à l'auteur pour toute la durée de l'existence de l'œuvre. L'autre volet, ça va être le volet qui va donner lieu à un maximum de contrats finalement, ça va être les droits moraux. Dans cette catégorie, on va retrouver les droits de reproduction. Ça va être par exemple une traduction, une adaptation, la location, le prêt, etc. On va également retrouver là-dedans la communication au public et la distribution au public. Donc par exemple le choix de diffusion, les supports sur lesquels ça va être diffusé, etc. Alors, une fois qu'on a dressé un petit peu ce premier point au niveau de la théorie, ok, on a, on a l'œuvre, on sait quel droit ça va finalement nous accorder, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il y a une formalité particulière à faire pour bénéficier de ce droit d'auteur? Est-ce qu'on doit enregistrer? Alors non, le droit d'auteur naît finalement à partir du moment où l'œuvre elle-même commence à exister. Donc il n'y a pas de formalité particulière, il ne faut pas faire de dépôt, il ne faut pas faire d'enregistrement pour pouvoir être reconnu comme l'auteur de l'œuvre. Simplement, on dit souvent que finalement, à un moment donné, dans les problèmes potentiels juridiques, ce qui est très important d'avoir en tête, c'est de pouvoir se réserver un moyen de preuve parce que dans l'existence d'œuvres ou de droits de propriété intellectuelle, ce qui revient souvent, c'est une question de qui était le premier à créer une œuvre ou un modèle, etc. En droit d'auteur, comme il n'y a pas d'enregistrement, la difficulté va être de prouver la date à laquelle on a créé. Et donc ce qui est assez important, c'est de se réserver un moyen de preuve pour connaître la date de création de cette œuvre. Et ce moyen de preuve, il peut notamment être le fait de s'envoyer un recommandé à soi-même. Bon, ça peut paraître ridicule, mais ça permet finalement d'avoir la date du cachet de la poste. Et un autre moyen qui a été mis notamment en place par les offices de la propriété intellectuelle, c'est le système du e-dépôt qui permet soit dans une enveloppe virtuelle ou dans une enveloppe papier, matériel, de contenir tout document nécessaire qui permettrait de donner une date certaine. Ces documents sont conservés alors à l'Office de la propriété intellectuelle et vous donnent un récépissé avec une date qui, elle, permettent d'avoir la preuve certaine de la date de création de votre œuvre. Vous pouvez aussi, mais bon, j'imagine que ça a des coûts, enfin en tout cas je connais pas le tarif des notaires, mais vous pourriez potentiellement déposer vos documents chez un notaire qui pourrait attester finalement que ces documents sont rentrés dans son étude à telle date. Et donc ça c'est aussi une manière de se réserver la preuve. Alors en pratique, le e-dépôt c'est assez facile.
euh, en allant sur le site de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle pour la Belgique ou de l'Office national de la propriété intellectuelle, l'INPI en France, ou l'Office de la propriété intellectuelle du pays duquel vous me regardez, je ne sais pas, euh, eh bien, vous pouvez normalement via le site internet faire ce e-dépôt. Chez nous, ça coûte une cinquantaine d'euros et vos documents sont contenus de manière confidentielle au sein de cet office de la propriété intellectuelle, soit de manière virtuelle, soit de manière physique. C'est un des éléments que je pouvais apporter donc, en plus. Une fois que vous êtes réservé la preuve et que votre droit d'auteur naît, pour combien de temps il est là? Est-ce qu'il y a une durée? Donc la durée d'existence d'un droit d'auteur, c'est 70 ans après le décès de son auteur. Donc vous voyez, c'est quand même un droit qui persiste pendant très longtemps. Et donc, au niveau de la théorie, je pense que j'ai balayé de manière vraiment très rapide les bases qui vont nous permettre petit à petit d'aborder les autres questions relatives notamment au contrat, au type de profession, à qu'est-ce qu'une cession, quelle est la différence avec un contrat de licence, voilà, toutes ces petites questions qui pourront être abordées dans les prochaines vidéos. Jusque-là, j'ai respecté le timing, hein. On est à un peu moins de 20 minutes et je vais pas m'étendre plus longtemps pour pas aborder trop de notions, trop d'informations et que vous soyez saoulés dès ma première vidéo. Donc voilà, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des suggestions, si c'était clair ou pas. Si vous avez déjà des questions à ce stade, j'y répondrai avec grand plaisir. Et surtout, ben, je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite des thèmes en matière de droit d'auteur. Et là, on rentrera beaucoup plus dans le vif du sujet, de questions plus concrètes de votre vie quotidienne en tant qu'artiste, créateur, artisan, prof, architecte. Voilà, j'ai déjà un petit peu finalement attiser peut-être votre curiosité. Si vous êtes dans ces professions, n'hésitez pas à me revenir. Voilà, à tout vite. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne semaine et à la semaine prochaine.